Et bonjour et bienvenue, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de l'importance ou pas des diagnostics quand on est neuroatypique. Moi c'est Gaëlle, je suis une ancienne pro de la génétique, donc les diagnostics ça me connaît, les diagnostics cliniques ça me connaît pas mal. Et je me suis reconvertie en thérapeute pour accompagner des gens à devenir les personnes qu'ils sont et à avoir les vies qu'ils veulent. Et accessoirement, je suis moi-même neuroatypique et on va discuter ensemble du coup de l'importance, l'utilité ou pas de se faire diagnostiquer parce que je vois bien que c'est un sujet très récurrent, celui-là aussi. En fait, je suis toujours un peu emmerdée quand on me demande en séance, mais du coup, est-ce que tu penses, Gaëlle, que je devrais faire les tests? Est-ce que tu penses que je devrais aller au bout du process parce que voilà, j'ai initié machin bidule? C'est toujours un petit peu emmerdant pour moi cette question parce qu'en fait, toute la réponse dépend de à quoi ça va te servir, tout simplement. Si tu attends de ce diagnostic une sorte de soulagement pour te dire putain, mais je suis pas taré en fait, il y a une raison pour laquelle je vis les choses comme ça, pour laquelle je sens les choses comme ça, pour laquelle je vois la vie comme ça depuis ma plus tendre enfance et pourquoi tel truc ça n'a pas marché. Effectivement, ça risque de faire partie des choses qui seront apportées par un diagnostic, si tant est qu'on te valide un diagnostic. Donc là, je parle très généralement des diagnostics classiques de neurodivergents. Donc on va avoir... donc hypersensible, c'est pas un diagnostic, qu'on soit bien d'accord, mais bon, en tout cas, TDAH, trouble du spectre autistique, donc TSA, et sur une échelle de QI, donc qui vaut ce qu'elle vaut, HPI, THPI, TTHPI. En fonction du niveau de point de QI que vous avez, vous êtes dans une des trois catégories. Là, on est dans les trois grands, voilà. Les notions HPE, hypersensible, tout ça, bon, on en reparlera quand ce sera dans le DSM-5, qui est donc la bible de psychiatrie et qui permet les bilans neuropsychologiques. Mais on va les considérer pour le bien-être de cette vidéo quand même. Voilà, on va les mettre dedans parce que nous, on sait que même si ça n'a pas été validé scientifiquement bien comme il faut encore par la communauté scientifico-médicale, c'est pas grave, on comprend ce à quoi ça fait référence entre nous. En tout cas, ici, on voit ce à quoi ça fait appel. Donc voilà, on va mettre les hypersensibles avec, même si de toute façon, ils sont déjà inclus dans les spectres que je viens déjà de décrire, que je viens déjà de nommer, pardon. Donc... Ouais, il y a moyen, si on diagnostique quelqu'un voilà, de trouble du spectre autistique, il y a moyen que ça lui fasse faire une grande rétrospective de sa vie et que cette personne-là se rende compte que putain, en fait, ça explique tout ce que j'ai vécu depuis les 40 dernières années, les 50 dernières années, les 30 bref, peu importe au moment du diagnostic. Ce moment-là, je crois qu'il est soulageant. Je crois qu'il fait du bien aux gens. Je suis particulièrement triste de me rendre compte qu'on ait besoin de passer par un diagnostic pour arriver à ce truc-là, par contre. Parce qu'en fait, le soulagement qu'on comprend, c'est ce n'est pas de ma faute. En fait, je suis née comme ça, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui ai mal fait. Et ce truc-là, je crois pas qu'on ait besoin de passer par un diagnostic pour l'atteindre. Vraiment, je crois qu'on peut atteindre ce niveau de foutage de paix et de faisage de confiance en soi, ce truc-là, sans aller sur des étiquettes qui nous permettraient de nous dire ah ok, ça a été validé, c'est pas que dans ma tête. En fait, je crois que l'un des plus grands moments d'acceptance de la vie, c'est quand on accepte que tout ce qui s'est passé dans nos vies, toutes nos réactions, tout ce qu'on a vécu était parfait. Dans le sens de c'était normal, ça pouvait pas être autrement, en fait. Et ça pouvait pas être autrement parce qu'on est né comme ça, parce qu'on avait... C'était presque dans notre ADN. Ce truc-là, cette sorte de fatalisme, ce déterminisme, en fait, il est ultra relaxant. Vraiment pour tout le monde. De se rendre compte qu'on n'avait pas eu d'autre option, qu'on n'a pas raté notre vie, qu'on n'aurait pas pu faire autre chose, il détend. Le problème de ça, donc mettons qu'on l'acquiert par des illuminations, de la sagesse, je sais pas, des thérapies ou bien par un diagnostic, peu importe, ce moment-là, ok, il détend. Néanmoins, et c'est le gros problème que je vois avec les diagnostics de façon générale et cette posture-là, la grande limite, c'est que derrière, une fois qu'on a compris les choses, on peut aussi se sentir complètement écrasé par le poids de ce qu'on vient d'apprendre, par le poids de ce qu'on vient de réaliser, de comprendre, etc. C'est le poids du diagnostic, le poids de l'annonce. Parce qu'on comprend bien aussi que du coup, on comprend. On a l'impression, plutôt, parce que c'est pas complètement vrai,
qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qu'il y a quelque chose contre lequel on peut pas lutter. Une sorte de fatalisme à double effet finalement, où fatalement on n'aurait pas pu faire autrement et ça soulage, mais fatalement on va pas pouvoir faire autrement et ça écrase. Et ce mouvement-là, il est, je crois, très douloureux et peu porteur d'énergie. Il met pas trop en mouvement, il met pas trop en action. Il a plutôt tendance, je crois, à faire que les gens s'écroulent sur eux-mêmes. En tout cas, c'est les exemples que j'ai moi, c'est vraiment ce truc-là de je sais pas si je trouverais quelqu'un qui veut accepter de vivre avec une personne comme moi parce que c'est pas facile de vivre avec une personne qui est neuroatypique. Je sais pas si je pourrais retrouver un travail normal parce que maintenant que j'ai conscience que je fonctionne comme ça, je sais pas si je suis adaptée à la société. Bref, c'est des questions qui sont pesantes, comme si finalement on a passé notre vie sans vraiment avoir la certitude de ce qui nous arrivait, donc on s'y adaptait à la vie autour de nous. On s'y adaptait sans se laisser le choix. Et maintenant qu'on a compris qu'en fait, il y avait un truc qui clochait chez nous, parce que quand on parle de diagnostic, c'est rarement des diagnostics de bonne santé. On parle toujours d'un truc qui est dysfonctionnel. C'est pour ça que j'aime vraiment pas ces trucs-là. Mais bref, il y a un truc vraiment de l'ordre de la dysfonctionnalité. Donc, en gros, c'est je suis cassé. Donc, puisque je suis cassé, comment je vais pouvoir fonctionner ? Comment je vais pouvoir faire pour que ma vie soit correcte à nouveau ? Et ce truc-là, je trouve qu'il écrase plus qu'il aide. Donc, il faut faire toujours assez gaffe quand on se lance dans des projets diagnostiques. C'est qu'est-ce qu'on veut en retirer ? Parce que si on veut des solutions, en fait, on n'a pas besoin d'avoir un diagnostic pour avoir les solutions qui vont avec. Il suffit de décrire votre comportement problématique à n'importe quel thérapeute un peu compétent, n'importe quel psy un peu compétent, n'importe quel coach un peu compétent. Et je sais qu'il y en a pas tant que ça sur le marché. J'ai bien conscience de la mare entière de gens qui sont lambda, voire mauvais. Il n'y a pas de problème. Néanmoins, si vous en trouvez un qui est pas trop mauvais, vous lui décrivez le comportement qui vous pose problème. Il en aura rien à foutre de savoir si c'est parce que vous avez une mutation dans un gène machin, ou bien une prédisposition pour l'hypersensibilité, ou bien un trouble du neurodéveloppement qui a été créé par de la Ritaline ou pardon, là je suis en train d'aller trop loin, qui a été créé par de la dépakine quand votre mère était enceinte, ou bien que vous avez un ralentissement parce que vous êtes TDAH ou Ritaline. Vous voyez un peu l'idée ? En fait, il y a un moment donné, les comportements que vous avez, on peut trouver des solutions concrètes à ces comportements-là sans en connaître la cause. Évidemment que quelqu'un qui serait un petit peu intéressé à trouver des solutions concrètes et globales aurait tout de suite cette réaction de dire bah ouais, mais si je comprends la cause, du coup ça va faire le lien entre ce comportement-là, ce comportement-là, ce comportement-là, ce comportement-là et ce comportement-là. Donc en allant à la cause, je vais pouvoir régler le problème à la racine et comme ça, boum, je serai tranquille. Bah oui, sauf que le neurodéveloppement, les neuroatypies et les neurodivergents, le problème, c'est notre cerveau. Donc je vois pas trop bien, enfin notre cerveau et notre microbiote d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'études qui montrent à quel point les deux sont liés, parce que le premier cerveau, c'est pas celui-là en fait, c'est celui-ci, mais bref, et qu'il y a un énorme lien en fait entre santé de la flore intestinale, donc la variété de bactéries qu'on a dans notre flore intestinale, notre microbiote donc, et les troubles du neurodéveloppement, et les maladies en lien d'ailleurs. Mais bref, petite aparté terminée. En fait, quand le problème, entre guillemets, le truc qui marche pas, c'est notre cerveau, on fait comment du coup ? Comment on fait ? On en change C'est quoi le truc ? C'est quoi le chemin ? Parce qu'il n'y a pas de médicament pour arrêter d'être autiste. Il n'y a pas de médicament pour arrêter d'être hypersensible. Il n'y a pas de médicament pour arrêter d'être TDAH. Alors si, il y en a quelques-uns, mais alors vous demanderez des nouvelles à ceux qui les prennent. Parce que vraiment, on n'arrête pas d'être TDAH. L'intensité éventuellement diminue, mais le fonctionnement est toujours le même. Ça ne vous recable pas le cerveau autrement. Les personnes qui sont HPI ne perdent pas des points de QI avec un médicament miracle. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Leur cerveau ne devient pas plus lent. Enfin, on peut pas remodeler le cerveau. Donc pour moi, la seule façon, quand on arrive à ce truc-là de arriver à la racine de nos comportements problématiques, entre guillemets, et qu'on se rend compte que le truc, c'est nous, c'est intrinsèque à qui on est, en fait, la seule voie, c'est d'accepter. C'est la seule voie pour trouver la paix, c'est d'arrêter de résister au fait qu'on est comme ça. C'est accepter profondément qu'on est câblé comme ça, qu'on est né comme ça. Et ça, c'est un truc qui est vrai pas que pour nous, c'est un truc qui est vrai pour tout le monde. Le premier chemin pour changer, c'est de l'acceptation.
Les personnes addictes le savent bien, le premier pas pour la guérison, c'est d'accepter qu'on est malade. Nous, le premier chemin, c'est d'accepter, vraiment, et pas accepter dans le sens être d'accord, hein. Vraiment, avoir quelque chose de la profonde conscience qu'on est comme ça et qu'on est fait pour être comme ça. Alors là, s'arrête le parallèle avec l'addiction. Faut surtout pas écouter ce que je viens de dire là pour les addicts, certainement pas. Mais on est né comme ça, on est câblé comme ça, on a été créé, on sait créer nous-mêmes comme ça. C'est pas pour rien. C'est parce que c'était la meilleure chose possible. C'est vraiment changer de regard sur nos bizarreries, nos éventuels dysfonctionnements, les choses qui marchent pas, les choses qu'on aimerait faire mieux, changer de regard et se dire en fait c'était parfait comme ça. En fait c'est trop bien. Et je comprends que ce soit pas facile, hein, ça demande un exercice mental particulier. Quand on est câblé à se dire qu'on est de la merde, se dire qu'on est génial, ça prend pas une minute, on est bien d'accord. Mais l'acceptation profonde de qui on est, en arrêtant de vouloir être une bonne personne, quelqu'un de génial, quelqu'un de gentil, quelqu'un de machin, quelqu'un de truc, juste accepter le fait que on est comme ça et que ça peut être cool en fait. Qu'on n'a pas besoin de sortir les martinets à chaque fois qu'on fait une erreur, que ça peut juste être tranquille, d'accepter que on n'est pas exactement comme câblé comme la voisine. Ok. Et ce truc-là, il ne nécessite pas de diagnostic. Il ne nécessite pas de passer par l'état de diagnostic. Alors attention, j'aurais dû faire ce disclaimer-là depuis le début. Je vous ai fait une petite présentation en disant que moi, je viens de la génétique clinique. Je ne suis pas en train de parler de personnes qui ne sont pas en capacité d'entendre ce que je suis en train de dire là maintenant. Je m'adresse directement à toi là dans ta vidéo, pas à ton fils qui est autiste sévère non-verbal. On est d'accord. Je parle à la personne qui est capable d'entendre ce que je lui dis. Donc les personnes qui sont dans des situations que je viens de décrire, des enfants par exemple, ou bien des personnes qui sont atteintes sévèrement des troubles que je viens de principalement je pense à l'autisme et à l'hyperactivité, enfin TDAH, peut-être il y a des enjeux là de santé à reconnaître ces diagnostics-là. Mais là, on n'est pas dans le bien-être du dev perso que je fais moi sur ma chaîne. On est dans le médical. Donc évidemment que je ne m'adresse pas à des personnes qui ne sont pas capables directement d'entendre ce que je leur dis. Donc si jamais vous êtes parent d'enfants autistes sévères ou bien quoi que ce soit, évidemment que le diagnostic peut aider. Évidemment que ça va déclencher derrière, si vous vivez dans un pays équipé pour ça et fonctionnel, des prises en charge avec la MDPH en France, par exemple. Donc, évidemment que c'est important pour ces prises en charge-là. Évidemment. Pour les personnes adultes, ça peut aussi découler sur des prises en charge. C'est vrai. Et ça peut donner des facilités à accéder à des professionnels qui pourront aider, par exemple, à l'organisation de la maison, des ergots, etc. Donc, ça peut avoir cet intérêt-là, même si mon public étant francophone et vu l'état de la francophonie sur ces sujets-là, y a de la marge. Et avant que ce soit vraiment utile pour de vrai pour les adultes, voilà. On a quelques années devant nous avant que cette vidéo soit obsolète. Mais si on parle juste de personnes qui veulent accepter leurs différences, qui ont une vie fonctionnelle normale et qui veulent arrêter de se flageller quotidiennement parce qu'elles ont l'impression de ne pas être comme tout le monde et donc de pas être assez et donc de pas être c'est ça, de pas être né dans le bon corps, né dans la bonne époque, né dans la bonne société, né au bon endroit, qui savent déjà même pas c'est quoi le bon endroit parce qu'elles ont jamais trouvé leur place. Bref, trouver un peu de paix et de sérénité. Le vrai seul chemin, c'est de commencer par arrêter de se parler comme ça et de s'accepter vraiment profondément tel qu'on est et de s'aimer quand même, de s'aimer grâce à ça, de s'aimer malgré en fait en réalité. Et ça, faut vraiment être au clair quand on est dans ces démarches-là, quand ce qu'on cherche, c'est la paix et la sérénité. Il faut vraiment se demander si les diagnostics aident ou pas pour nous. Parce qu'il est possible qu'ils viennent renforcer l'idée qu'on est dysfonctionnel et qu'ils viennent nous écraser plutôt que de nous soulager. C'est toujours un coup près, une lame à double tranchant. C'est assez rare d'avoir des diagnostics qui ne font que soulager. Souvent, ils soulagent et en même temps, ils écrasent. Donc, il faut vraiment peser la balance bénéfice-risque. Est-ce que vous allez être plus écrasé ou soulagé ? Et je sais que c'est difficile de le savoir avant. C'est difficile d'anticiper. Mais il faut quand même être au clair de ce truc-là. Si l'idée, c'est de se retrouver
une nouvelle étiquette, c'est-à-dire un nouvel adjectif qualificatif, derrière lequel se cacher, derrière lequel comme si on pouvait s'en servir comme d'un petit bouclier derrière lequel pour se protéger, hein, c'est vraiment ça, de notre propre jugement, du jugement des autres, etc. Là, je crois que ça commence à être problématique. Parce que nous identifier au diagnostic, c'est nous y restreindre. C'est nous y réduire. Et je crois qu'il y a énormément de personnes qui ont fait de très grandes choses parce qu'elles ne savaient pas qu'elles avaient ces particularités-là. Et si elles l'avaient su, ça les aurait bloquées. Je crois quand même que, de façon générale, quand on commence à se définir d'une certaine façon, sans s'en rendre compte, consciemment et inconsciemment, on change notre façon d'être, de penser et de vivre pour coller à cette nouvelle histoire qu'on se raconte. Donc si la nouvelle histoire, c'est « j'ai jamais réussi à faire ta parce que je suis ta », il y a moyen, par exemple, j'ai jamais réussi à avoir des relations sereines, paisibles et harmonieuses avec les autres parce que je suis HPI, hypersensible et TDAH et TSA, comme ça on a le full package. Bah, il y a moyen que derrière on ait envie de se servir de ces étiquettes-là pour justifier le fait qu'on n'arrive pas à en avoir des nouvelles dans le futur, alors qu'on pourrait aussi se dire, bah en fait, on s'en fout, c'est juste moi. La neuroatypie étiquetée, on s'en fout. En fait, c'est juste des traits de personnalité qui sont à moi, des facettes de ma personnalité, oui, un petit peu particulier, un petit peu bizarre, mais qui ne l'est pas. Et puis, bah, tu sais quoi, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui voudront faire avec, mais parce qu'ils s'en foutent. Moi, j'ai quand même des personnes en séance qui me demandent si elles doivent expliquer aux autres gens qu'elles rencontrent qu'elles sont neuroatypiques. Alors que, vraiment, je vous assure, ça ne se voit pas. Enfin, moi, quand elles me le disent, il y en a quand même le disent, je tombe un peu des nues. Tellement c'est léger, subtil. Alors, je veux bien, sur une séance d'1 heure, on fait pas le point non plus sur tout, mais c'est pour dire. Il y en a qui se demandent, ah, mais est-ce que je devrais prévenir les autres? Mais en fait, c'est pas une maladie contagieuse. Et en fait, il y a plein de gens qui s'en foutent. Il y a plein de gens qui vont faire avec. Il y a plein de gens qui seront ravis d'être avec vous, pour vous, indépendamment de vos petites bizarreries. Vous pensez pas à prévenir les gens de votre entourage si vous avez la manie de mâchouiller les bouchons de stylo. Je suis en train de comparer des choses qui sont pas de gravité même. On est d'accord. N'empêche que c'est des petites manies comme ça. Vous expliquez pas aux gens de votre entourage ou bien qui vont être dans votre entourage, aux gens que vous allez rencontrer, vous leur expliquez pas que, par exemple, vous, passez 20 heures, faut plus qu'il y ait de lumière directe. Personne fait ça. Enfin, les neurotypiques ne font pas ça. On passe pas notre vie à expliquer aux gens comment on fonctionne parce que, s'il vous plaît, regardez, moi, je suis différent parce que moi, s'il vous plaît, il va falloir faire. Non, les gens s'en foutent. Les gens nous aiment pour nous. Les gens viennent nous chercher pour nous. Et ils s'en foutent de savoir si on est nous parce que on est un peu né bizarrement, parce qu'on a grandi dans une famille dysfonctionnelle ou pas. Non, ce qu'ils veulent, c'est savoir comment c'est d'être avec nous. Donc, qu'on soit nous avec des diagnostics, sans des diagnostics, parce que nanana. En fait, probablement qu'il y a des neuroatypiques depuis la nuit des temps, et que jusqu'aux 50 dernières années à peu près, personne n'avait conscience qu'ils étaient neuroatypiques. Et personne n'en faisait tout un foin. Seulement notre ère actuelle de s'identifier, se suridentifier et se coller à l'identité et à la communauté qui correspond à notre nouvelle identité, notre nouvelle étiquette, cette ère actuelle-là, elle crée de plus en plus de scissions entre les gens et elle crée des comportements ultra bizarres. Alors qu'avant, et dans plein de sociétés encore aujourd'hui, en fait, tu fais bien ce que tu veux, t'es bien qui tu veux, tu fonctionnes bien comme tu veux, tout le monde s'en fout. Ça te regarde. Donc, attention toujours à pourquoi on veut se faire diagnostiquer. C'est quoi l'intérêt derrière? C'est quoi l'intérêt caché? C'est quoi notre intention de base? Parce que c'est pas dit que ça nous fasse du bien pour de vrai. C'est pas dit que on puisse y trouver uniquement de la paix. Maintenant, évidemment, je reviens sur ce que je disais aussi au tout départ. Oui, je sais combien donner des diagnostics, ça peut soulager des gens. Je sais combien ça peut rassurer, de comprendre, d'enfin avoir la grille de lecture qui permet de comprendre pourquoi on a vécu comme ci, comme ça les choses. Mais vu le prix que coûtent ces tests, vu les délais d'attente, etc., demandez-vous si vraiment vous avez besoin du bout de papier qui va avec. Et je dis ça en ayant bien conscience qu'il y a une très grande tendance
à l'autodiagnostic. Et que ce truc-là, il est encore plus dangereux que de se faire diagnostiquer pour de vrai. Parce qu'on parle de diagnostics qui sont des diagnostics médicaux, psychologiques, qui font référence à des choses sérieuses, qui sont des spectres entiers avec des implications dans énormément de sphères de la vie. Et juste s'auto-diagnostiquer TDAH parce que on a, je sais pas moi, l'habitude d'être bordélique par exemple, compliqué quand même. C'est pas suffisant. Et nous, on a des grilles diagnostiques avec plein de critères et c'est pas juste un. Et pire, vouloir expliquer les comportements des autres en voulant les diagnostiquer, encore moins. Ça, on fait encore moins ça. Donc, l'autodiagnostic, ouais, faut mieux faire un peu gaffe quand même. Après, évidemment, de toute façon, tout dépend de l'intention de base derrière, c'est comme tout. Si, quand quelqu'un parle sur YouTube ou sur Insta ou Facebook ou que sais-je, et que vous vous dites « Putain, c'est trop comme moi ! Cette personne-là, elle est trop comme moi, elle vient de dire un truc, c'est trop comme moi !» Mais en fait, ça veut juste dire que c'est quelqu'un qui est câblé comme vous. Et peut-être qu'elle va être câblée comme vous sur un sujet, mais pas du tout sur un autre. Et on s'en fout de savoir pourquoi elle est câblée comme vous. Et on s'en fout de savoir si vous êtes câblé comme elle parce que vous avez la même histoire, le même parcours universitaire, ou pas d'ailleurs, ou bien les mêmes études techniques, ou bien parce que, je sais pas, vous avez grandi au même endroit, parce que vous avez eu plus ou moins la même structure familiale, ou bien parce que vous avez littéralement le même trouble du développement. On s'en fout. En fait, la vie, c'est plus simple que ça. Il y a des gens, vous les croisez, vous savez que ça clique, vous les entendez, vous vous dites « Ah putain, mais moi aussi, je pense trop ça ». Et du coup, vous pouvez les écouter pendant un bout de chemin en vous disant « Ah ouais, c'est trop intéressant, moi, j'avais pas vu les choses comme ça ». Et ils vous inspirent par leur exemple. Ça vous permet de faire des petites lucarnes sur la vie des autres en vous disant « Ah putain, c'est marrant parce qu'elle est comme moi et elle arrive à faire ça ». Ou elle est comme moi, ou il est comme moi et il peut, nanana, ou il a réussi à, ou il parle de ça. Et ça me parle aussi. C'est juste ça. Il n'y a pas besoin derrière d'y mettre des étiquettes, des explications, des machins. C'est beaucoup plus simple que ça. Et je sais que nos cerveaux sont câblés de telle façon qu'on veut toujours comprendre, toujours analyser, toujours suranalyser, toujours intellectualiser, etc., etc. Mais souvent, ces démarches-là, c'est des mécanismes de défense pour nous éviter de ressentir le trouble interne dans lequel on vit quand on a l'impression d'être toujours en décalage avec la société. Les diagnostics, ça résout pas ça. Ça les temporise un temps, mais ça n'apporte pas la paix et la sérénité. La paix et la sérénité, c'est un truc qui s'acquiert quand on accepte profondément qui on est tel qu'on est et qu'on commence à vivre en adéquation avec ça. Pas besoin de savoir ce que c'est, ça. Il n'y a pas besoin de mettre un mot sur ça. On n'a pas besoin d'identifier quelque chose pour l'accepter. D'ailleurs, probablement que l'accepter, c'est l'accepter sans essayer de le définir. Si on veut vraiment aller dans des discussions philosophiques de ce que c'est l'acceptation, je crois que l'acceptation, c'est aimer, une sorte de forme d'amour en fait. C'est une forme d'amour, je crois. C'est aimer quelque chose sans avoir besoin de le définir, de le faire rentrer dans une case, de le comprendre, de l'analyser, voilà. Juste, c'est comme ça et je t'aime quand même. Et je t'aime comme ça. Sans comprendre, sans machin. Juste, voilà, c'est pas grave. Je crois que ce truc-là, il gagnerait à être proposé systématiquement des parcours pour l'acceptation, des parcours pour l'amour de soi inconditionnel, en même temps que les diagnostics. Je pense que ça permettrait de joindre l'utile putain, je sais plus parler, c'est la fin de la vidéo, de joindre l'utile à l'agréable et de faire avancer les gens un peu plus vite sur devenir vraiment qui ils sont, dans le sens de arrêter de se flageller pour ne pas être la personne qu'on leur avait fait croire qu'ils devraient être. Voilà, je vais m'arrêter là, je vous laisse méditer là-dessus. Dites-moi si ça vous a parlé, si ça vous a aidé ou pas de vous faire diagnostiquer. Votre vision peut être très différente de la mienne et je serais ravie de l'entendre. Donc l'espace commentaire est là pour vous. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Faites-vous confiance et surtout, n'oubliez pas, foutez-vous la paix. Ciao. Justito.